Bon mardi à tous. Nous sommes justement le deuxième jour de la semaine et c'est la presse qui est disponible en kiosque également. Vous aurez l'occasion de parcourir les journaux et autres parfums de l'actualité. La nouvelle expression de ce matin parle de Yves-Michel Fosso. Évasion en douce ou grâce présidentielle? C'est une grosse question à la une du journal. L'homme d'affaires condamné donc à vie bénéficie d'une évasion, d'une évacuation sanitaire en Europe comme Essimi Meignier. Aujourd'hui aux États-Unis, c'est ce que le journal nous apprend en page 3. Le journal parle également de l'Église parlant de la crise anglophone. L'Église dénonce donc le boycott de l'école. L'évêque de Kumbo demande aux populations de se lever pour barrer la route donc à ceux qui appellent justement à la rentrée morte. C'est en page 7 de ce numéro. On parle également de l'affaire Ayoub Tabé. La défense jette notamment l'éponge. Près d'une quarantaine d'avocats s'est donc retiré de cette affaire. Il dénonce aussi une justice aux ordres. C'est en page 2. Le journal s'intéresse aussi à Sadou Ayatou, le défunt, il y a 27 ans, ce que révélait ces derniers, depuis avril 1992, l'ancien premier ministre décédé donc il y a quelques jours, révélait déjà que quand on veut enterrer un dossier au Cameroun, on crée une commission. C'est ce que dit le journal en page 9 ce matin, c'est à lire dans la nouvelle expression. Et puis le journal Le Messager parle de l'opération Épervier dans les secrets de l'évacuation sanitaire de Yves-Michel Fosso, l'ex-directeur général de la Camer, gravement malade et incarcéré suite donc à une double condamnation à vie et elle a eu donc finalement l'autorisation de Paul Biya d'aller se faire soigner au Maroc. C'est en page 3. Le journal parle également du CIREI, la gouvernance par embuscade, les hauts commis de l'État tenus donc par le politique. C'est en page 3 de ce numéro disponible en kiosque également ce matin. La presse qui est également disponible en kiosque, il s'agit bien entendu d'Émergence qui parle de régions anglophones, rentrée scolaire à haut risque. C'est ce que propose le journal dans le dossier de ce matin. Le journal parle également des observations citoyennes avec notamment les défis du secteur de la santé publique au Cameroun dans le journal à lire donc dans le numéro Émergence. Et puis le journal Tribune d'Afrique qui en kiosque parle du port autonome de Douala. Le groupe Bolloré bientôt est évincé. C'est le grand titre du journal pour parler notamment de cette structure, de cette société en tout cas, qui continue toujours de faire des vagues et également avec la bagarre, pourrait-on dire entre guillemets, entre plusieurs sociétés également, au profit du port autonome de Kribi et également ici même à Douala, le terminal conteneur. C'est dans le journal de ce matin, à lire aussi l'éditorial de Faustin Dican sur les différents sujets proposés par le tabloïd de Tribune d'Afrique de ce jour. Lui, Paul Motazé, débusque donc 10 000 fonctionnaires fictifs et sauve 30 milliards de francs CFA par an. C'est ce que le journal propose. C'est à découvrir dans le numéro de ce matin. C'est Tribune d'Afrique, le journal Le Jour qui en kiosque parle donc de Yaoundé Tinga. La vie après l'explosion d'une bombe. C'est ce que le journal propose dans le mini-dossier après une enquête menée sur le terrain. Quelques jours justement après cette explosion. Comment vivent les populations là-bas? C'est la question et aussi des explications que je vous invite à parcourir dans le journal. Mutation pour sa part s'intéresse à Yves-Michel Fosso en prison dans les airs. C'est ce que dit le journal. A-t-il bénéficié de la magnanimité donc du chef de l'État pour partir? C'est une question. Et là, avec des explications à lire en page 5 du journal Mutation, le quotidien Cameroun Tribune parle donc de politique du livre unique. Il y a des résistances. C'est ce que dit le journal également. À lire dans le dossier proposé par le tabloïd de la page 8 à la page 9. Le journal Camer Presse parle donc de catastrophe des écarts. Alors, sur la répartition d'une don de Paul Biya. Aujourd'hui, difficile donc de savoir qu'est-ce qui ne va réellement pas, même si on entend des éclats de voix de ces bénéficiaires qui n'arrivent pas à savoir quel est le mode de distribution de cet argent qui a été mis en place. Difficile justement de savoir, mais on entend des éclats de voix. C'est à lire dans le journal Camer Presse, le dossier proposé par le tabloïd ce matin. Voilà du moins ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Casimir Désiré Tagne est avec nous, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour Camille et bonjour à tous les téléspectateurs. Eh bien, je vais entrer avec une petite information. J'ai été sidéré, vous savez, je sors de l'Ouest. J'ai été sidéré ce week-end encore. On dit que les habitudes ont la peau dure. J'ai encore vécu cela ce week-end avec la spéculation des prix de transport dans les agences de voyage et les prix qui sont normalement prévus pour 3 500 francs, 3 250 francs. Les passagers en direction de l'Ouest se retrouvent en train de payer 8 000, 9 000, 7 000, 6 000. Et cela ne dit absolument rien à personne. Ce qui est curieux, c'est que ce n'est que sur les lignes de l'Ouest
que l'on voit ces spéculations. Alors là, je voudrais attirer l'attention du ministre Ngale Bibé, le ministre des Transports, qui doit également, avec tout ce qu'il est en train de faire, il doit avoir un œil attentif de ce côté-là. Il s'agit là sûrement des prérogatives du ministre du Commerce, parce qu'il s'agit des prix. Donc, le ministre du Commerce fixe les prix, mais le ministre des Transports gère le transport. Ah oui, le transport, lui, reste, il n'y a pas de problème. C'est au niveau des coûts, ou des coûts, en tout cas, des coûts de transport. Je suis d'accord. Donc, on verra bien avec le ministre du Commerce aussi, qui doit agir à ce niveau-là. Camille Nelly, bonjour. Toujours cette hésitation entre Casimir et Camille. Camille, Casimir, donc vous voyez bien qu'il y a... Bonjour Flavien Valo-Ndongo, bonjour Casimir Désiré Tanier, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Très bien, merci à vous. Avec vous, donc, nous allons faire le tour de quelques sujets proposés par la presse ce matin. Il s'agit de cette évacuation sanitaire, en tout cas avec des titres différents. La nouvelle expression parle d'évacuation en douce ou grâce présidentielle. C'est une question. Et là, le messager, lui, il parle donc dans les secrets de l'évacuation de Yves-Michel Fosso et aussi dans la presse, notamment Mutation de ce matin, qui parle donc d'un autre fait, parlant de Yves-Michel Fosso en prison dans les airs. Donc, autant de titres pour qualifier justement le geste qui est fait. Est-il parti, a-t-il connu une évasion en douce, comme dit la nouvelle expression, ou alors c'est une grâce présidentielle simplement? Je crois que c'est le titre de mutation qui est le plus indiqué ce matin, en prison dans les airs. Yves-Michel Fosso, vous le savez bien, c'était jusqu'à hier, c'était encore des doutes, mais cela s'est confirmé. Yves-Michel Fosso vient de bénéficier d'une évacuation sanitaire et actuellement il est au Maroc pour se soigner. Et les faits remontent à il y a quelques jours, lorsque Yves-Michel Fosso s'est rendu au tribunal criminel, à la Cour suprême, pour son pourvoi en cassation par rapport à sa double condamnation, où on a vu Yves-Michel Fosso débarquer au tribunal avec 3 perfusions et marchant difficilement. Et c'est ce jour que justement Yves-Michel Fosso a fait des révélations fracassantes sur sa détention, en démontrant comment il a été injustement viré à la Camer, tout simplement parce qu'il a refusé de faire voler les avions de la Camer en 2003 sans police d'assurance. On lui avait donné une injonction, notamment le secrétaire général à la présidence de la République d'alors, à Tanganambara, lui avait fait injonction de faire voler les avions sans police d'assurance. Il a refusé vendredi et immédiatement le lundi, il a été viré de son poste. Et c'est depuis ce lors qu'il a eu tous les malheurs qu'il a eu, dont 2 condamnations à vie, une condamnation de 25 ans. Je crois que même si sa double condamnation à vie a été confirmée par la Cour suprême, je crois que sa sortie a pesé d'un poids lourd sur sa situation, où on se rend compte que Yves-Michel Fosso, qui hier était tout puissant, se retrouve aujourd'hui à la barre avec 3 perfusions et se retrouve au chapitre de la mort. Je crois que le chef de l'État a dû poser une main sur le cœur et a pris sa décision souveraine en tant que chef de l'État d'accepter son évacuation sanitaire, parce que Yves-Michel Fosso, s'il mourait dans ces conditions-là au Cameroun, je crois que ça ne fait du bien à personne. Est-ce qu'il n'est pas là sur les traces de Simi Meigné? Sur les traces de Simi Meigné, je crois que l'avenir nous le dira. Déjà, il ne peut pas être sur les traces de Simi Meigné, parce que Simi Meigné, c'est un cas atypique. Et Simi Meigné avait bénéficié également d'une évacuation sanitaire, mais n'a jamais passé une seule nuit dans un centre hospitalier au niveau de l'Hexagone. Je dis même pas une seule nuit. Or, Yves-Michel Fosso, on l'a vu trimballer 3 perfusions pour un seul malade au tribunal. Je crois que son cas était suffisamment grave pour que l'on se penche dessus. Et puis, s'il faut assimiler cela à Simi Meigné, je crois que les jours qui suivent nous diront si effectivement il est en prison ou alors s'il est en évasion, comme certains ont tendance de le faire croire. Alors, c'est un privilège pour lui, selon bien sûr Mutation, qui parle de privilèges jamais observés chez les prisonniers, je voudrais dire les candidats, les détenus, l'opération Impervier, lui qui bénéficie donc de cette évacuation sanitaire du chef de l'État. C'est un privilège, va-t-on dire? Le fait est sans précédent. C'est vrai que c'est la première fois au Cameroun qu'on voit quelqu'un, surtout
dans les mailles de l'opération Épervier qui, malade, bénéficie d'une évacuation sanitaire. Vous savez, depuis près de 2 mois, Yves-Michel Fotso est en réalité hospitalisé à l'hôpital de la Caisse à Yaoundé. Son état est très très grave, très très alarmant, et je pense que c'est sur sa demande personnel et adressé au chef de l'État, et le chef de l'État qui l'a obtenu et qui a connu la proximité, qui a eu une grande proximité avec Yves-Michel Fotso. C'est ça que les gens nous oublient. Les gens oublient qu'au moment où Yves-Michel Fotso décide de prendre la Camer était complètement en cessation de paiement. Même l'État du Cameroun ne pouvait pas mettre un seul rond pour faire redémarrer la Camer. Yves-Michel Fotso, en 24 heures, mobilisé plusieurs milliards pour faire redémarrer la société. En 2 ans, les 2 ans qu'il a passé à la tête de la Camer, non seulement il y a mis son propre argent, mais seulement il a fait des bénéfices extraordinaires, voyageant régulièrement avec le chef de l'État, accompagnant le chef de l'État à l'intérieur des avions de la Camer pour un certain nombre. Il a bénéficié d'une certaine proximité et d'une certaine confidentialité avec le président de la République. Donc, c'est vrai qu'il a été condamné la première fois pour l'affaire de la fameuse avion BB-Jet 2. Mais vous savez très bien qu'il y a toujours un doute qui est resté et qui persiste toujours, parce qu'on n'a pas très très bien compris comment la justice a fait l'amalgame entre le détournement de deniers publics qu'on a collé avec Michel Fotso et maintenant l'arrangement qu'il y a eu à une certaine époque avec le GIA international devant le juge des faillites de l'État de l'Oregon, dans lequel il y a eu un settlement agreement qui avait été établi entre le Cameroun, l'État du Cameroun, représenté par Maître Kérimona, qui, soit dit en passant, ne s'est jamais présenté au tribunal, alors que son intervention aurait été très 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 importante, et qui disait que le Cameroun ne demande plus rien à GIA, et GIA, en compensation, a donné un avion d'une valeur de 16 millions de dollars et une somme en espèces d'1 milliard de francs. Or, y a-t-il eu détournement, alors qu'il y a eu un arrangement entre le Cameroun et GIA? Maintenant, l'affaire a s'est muée en détournement et a coûté 25 ans de prison à Yves-Michel Fotso, sans oublier qu'au passage, bien que n'ayant trouvé aucun élément matériel inculpant Hamidou Yahya, le juge a trouvé le moyen de lui coller une inculpation de complicité intellectuelle de détournement. Bref, c'est pour cette affaire. Alors, ici, on parle bien entendu des titres proposés par la presse, donc évacuation en douce, sous grâce présidentielle. Je veux arriver à cela. En prison dans les airs. En prison dans les airs, moi le titre de mutation, moi je l'aime bien. En prison dans les airs, c'est-à-dire qu'il a bénéficié d'une évacuation sanitaire, mais il demeure toujours prisonnier. C'est-à-dire qu'il demeure toujours, les 2 peines de condamnation à vie pèsent toujours sur sa personne. La peine de 25 ans de prison qu'il a écopé dans le cadre de BB-Jet pèse toujours sur lui. Il n'y a pas eu de grâce, il n'y a pas eu de remise de peine. Mais toujours est-il que, comme je l'ai dit, c'est une mesure exceptionnelle et sans précédent que le président de la République vient de prendre. Et de plus, moi je pense que la comparaison avec Essimi Meigné est un peu forcée. Et comme l'a dit Casimir Désiré-Tagné, Essimi Meigné venait d'être viré du gouvernement. Il est vrai que depuis un certain temps, la presse était en train de faire ressortir un certain nombre de casseroles qu'il traînait et l'annonçait même pour les jours qui devaient suivre à Konengue. Mais on nous a dit qu'il est tombé malade, il est en clinique et il a demandé une évacuation sanitaire. Le chef de l'État l'a-t-il lui-même accordé? Ou alors a-t-il réussi à tromper la vigilance ou à obtenir la complicité de certaines personnes? Toujours est-il qu'il est sorti sous le cachet d'un malade qui va se faire soigner en Europe, mais seulement le lendemain, on l'a revu aux États-Unis en train de reprendre son boulot au niveau de la Banque mondiale. Donc moi je pense que la comparaison avec Essimi Meigné est un peu forcée, mais le cas Michel Fotso reste un cas unique, un cas sans précédent. Où est-il allé? En Europe ou au Maroc? Au Maroc, parce que la presse, officiellement, presse parle du Maroc et une autre parle de l'Europe. Officiellement, il a pris l'avion pour le Maroc où tout était déjà prêt pour l'accueillir dans un centre. Et officieusement? Officieusement, c'est chacun qui peut spéculer comme il veut, parce que quand vous retrouvez de l'autre côté, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais toujours est-il que pour une raison ou pour une autre, il est en train de bénéficier de soins spéciaux. Et ce qui est aussi indéniable, c'est que Yves-Michel Fotso, si vous le connaissez, si vous le voyez, au moment où il est sorti, vous ne le reconnaîtrez pas. Il a fondu de près de 30 à 40 kilos. C'est un jeune homme absolument vieilli, absolument écrasé. Donc, le chef de l'État, le temps seul pourra nous donner la possibilité ou l'occasion de le juger. Mais toujours est-il que c'est une mesure sans précédent. Voilà. Dans tous les cas, Flavien, qu'il soit au Maroc ou en Europe, cela ne change absolument rien. Il bénéficie d'une évacuation sanitaire. Le plus important était de sortir du territoire du Cameroun. Pour se faire soigner. Pour aller se faire soigner. Et c'est le chef d'État lui seul qui peut accorder cela à un prisonnier. Mais comme je l'ai dit, et comme je le dis tout le temps, un prisonnier est un être humain.
qui a droit à la santé, qui a droit de se faire soigner, de se nourrir, de se vêtir, de se faire visiter par les membres de la famille et par ses avocats. Yves-Michel Fotso, même s'il a été, comme certains le pensent, un détourneur de fonds publics, et je l'ai toujours dit, ce n'est pas vrai, lui-même a toujours clamé son innocence, même s'il était, comme les gens le disent, détourneur de fonds publics, il reste prisonnier, il reste un être humain, il a droit à la santé, il a droit d'aller se faire soigner. Alors, ce n'est pas ce qu'on observe dans nos geôles aujourd'hui. Il y a des prisonniers, ce n'est pas catégorie. De toute façon, vous verrez bien qu'il y a ceux qui dorment à même le sol et ceux qui dorment dans des chambres bien climatisées. C'est pour revenir à ce que vous dites. La nature est ainsi faite. Ah, d'accord. Même les 5 doigts ne sont pas égaux. Ok. Alors, donc, on va lire ce que la presse nous propose sur cette question, sur l'évacuation sanitaire de Yves-Michel Fotso. Le messager parle dans les secrets de l'évacuation de Yves-Michel Fotso. Également, la nouvelle expression qui revient ce matin parle d'évacuation en douce, et j'allais dire évasion en douce ou grâce présidentielle. Mais mutation parle donc de en prison dans les airs. Autant de titres donc pour qualifier ce qui est fait, notamment à la suite du traitement de cette actualité. On va parler de toute autre chose à présent, avec notamment la nouvelle expression qui parle de la crise anglophone. L'Église dénonce le boycott de l'école dans ces régions, dont l'évêque de Kumbo demande bien entendu aux populations de se lever pour barrer la route à ceux qui veulent boycotter la rentrée scolaire dans les régions anglophones. Mais posons nous-mêmes la question de savoir à qui profite le boycott de l'école. Je crois que en situation de guerre, il y a des choses qu'on devrait sauver. L'école, les hôpitaux, parfois même les journalistes, c'est des corps qu'on devrait protéger en temps de guerre. Lorsque nous boycottons, lorsque nous ne voulons pas que les enfants aillent à l'école, c'est pour que ça se passe comment? 3 ans déjà, ça suffit. 3 ans, c'est un peu trop. Il y a même un savant, un philosophe qui disait, si vous voulez avoir un pays de cancre, supprimez l'école dans un pays pendant une certaine période. Vous allez voir que dans 10 ans, vous aurez uniquement des cancres dans ce pays-là. Je crois qu'il faut faire des plaidoyers pour que l'école reprenne dans les parties anglophones du pays, et l'Église catholique, l'Église en général, est dans son bon droit, dans son rôle normal, d'appeler les gens, les uns et les autres, à faire rentrer les enfants à l'école. Mais vous voyez que le climat dans lequel nous vivons ne plaide pas pour cela. Avec les incendies, les kidnappings et tout ce qui se passe dans les régions anglophones, je crois qu'il faudrait qu'on réussisse à faire comprendre aux gens qu'on doit sauver l'école. On doit permettre aux enfants d'aller apprendre le savoir. Et ça ne se passe que dans les écoles. Alors, les enseignants sont tout à fait d'accord, mais ils veulent simplement qu'il y ait plus de sécurité, parce qu'ils veulent également enseigner, ils veulent travailler sans souci. Mais à cause de l'insécurité, il sera difficile pour ces derniers de pouvoir s'engager. C'est tout le monde qui veut que l'école reprenne, aussi bien les prélats que les enseignants, que les parents et les élèves eux-mêmes. Mais toujours est-il que... en arrière-fond de tout cela, il demeure toujours la peur de la mort, la peur des kidnappings, la peur des écoles brûlées, la peur des enfants enlevés, kidnappés. Et parce que ce n'est pas seulement une question d'ambazoniens ou bien de sécessionnistes, parce que depuis que les sécessionnistes se sont lancés sur le terrain, il y a eu maintenant la constitution de bandes armées, de groupes de bandits qui n'agissent pas sous le couvert de la sécession, sous l'idéologie de la sécession, mais qui sont là pour faire des affaires, pour obtenir de l'argent par tous les moyens, pour rançonner les gens et pour faire du mal de manière gratuite. Alors si les sécessionnistes eux-mêmes disent que bon, ok, on laisse les enfants rentrer à l'école, vous pensez que les groupes armés pourront se trouver dans la même logique? Non, ce n'est pas évident. Donc toujours est-il qu'aujourd'hui, les populations sont fatiguées, le pays tout entier est fatigué, les enfants eux-mêmes veulent rentrer à l'école, les enseignants qui avaient même peur, eux veulent rentrer, mais seulement, tout le monde est d'accord, mais seulement quelles conditions, quelles garanties de sécurité. C'est la grande équation et c'est pour ça que le problème demeure toujours suspendu. Mais en attendant, on va bien voir. Mais l'école démarre dans maximum 2 semaines. Dans une semaine et demie. Alors, est-ce que vous pensez qu'en une semaine et demie, tout ce monde aura obtenu des garanties pour que l'école reprenne normalement? La question reste posée. Alors, est-ce que c'est ce qui fait le titre d'émergence ce matin, rentrée scolaire à haut risque? Oui, justement, je crois que le titre justifie exactement la chute de Caminel tout à l'heure. La rentrée scolaire dans les régions anglophones est à haut risque parce que la peur, c'est le climat de peur qui habite
tout le monde dans ces régions-là. Et on ne sait pas ce que demain sera fait, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Donc les gens ont peur d'aller à l'école, que ce soit les parents, les enseignants et même les élèves. Et avec la nouvelle méthode inventée par les sécessionnistes, vous savez que jusqu'à récemment, c'était les kidnappings et autres. Maintenant, c'est les bombes, c'est les explosions que l'on dépose un peu partout et qui font suffisamment peur. Donc, il y a un climat de peur. Il y a un climat de peur qui habite tout le monde dans ces régions-là. Alors, crise anglophone, l'Église dénonce donc le boycott de l'école et en même temps, Émergence parle de rentrée scolaire à haut risque ce matin. Vous aurez l'occasion de parcourir ces deux sujets, enfin le même sujet mais traité différemment pour comprendre un peu qu'est-ce qui doit être fait. Alors, la nouvelle expression parle de l'affaire Ayoub Tabet. La défense jette l'éponge, voyez-vous, tous les avocats sont partis, ils disent que c'est une justice à tête chercheuse, donc il n'est donc plus question de continuer à suivre l'affaire, mais seulement Ayoub Tabet et ses 9 co-accusés ont été condamnés. Ça c'est un scoop pratiquement que Equinox est en train de donner ce matin, parce que l'affaire des avocats qui ont jeté l'éponge, c'était hier. Mais jusqu'à ce matin, il y a eu une évolution suffisante et même exponentielle de cette affaire Ayoub Tabet, où à 5h38 les accusés, Ayoub Tabet et ses 9 co-accusés, ont été condamnés à une peine à vie avec 250 milliards de francs CFA de préjudice à payer à l'État du Cameroun. Alors, c'est une décision qui est en train d'embarrasser tout le monde. À l'heure où on parle de dialogue, à l'heure où on parle d'un cessez-le-feu dans les régions anglophones, et on est en train de se demander, est-ce que ce verdict est pour apaiser la situation ou alors ce n'est pas un verdict qui viendrait jeter de l'huile au feu? C'est la question que tout le monde se pose. Et on va attendre pour voir les jours qui suivent comment cela va se passer. Mais déjà, nous annonçons en exclusivité que Ayoub Tabet et ses co-accusés ont eu une condamnation à vie ce matin. C'est-à-dire, ils sont arrivés au tribunal hier à 8h du matin. Ils sont ressortis ce matin à 6h avec à 5h38 la décision qui est tombée et qui va faire beaucoup de vagues, qui va faire beaucoup de choses. Donc, les gens vont spéculer là-dessus. Nous allons observer et nous allons voir qu'est-ce qui va se passer. Alors, Kaminele, Ayoub Tabet disait qu'il n'était pas camerounais. C'est ce que je voulais dire. Ayoub Tabet a toujours clamé qu'il n'était pas camerounais. Ses avocats ont dit qu'il n'était pas camerounais. Alors, s'il n'était pas camerounais, comment pouvait-il expliquer qu'il vienne de son pays venir annexer une partie du Cameroun? Ça veut dire que si l'on reste dans cette logique, il n'a pas volé la condamnation à vie. C'est une agression contre un pays reconnu. Mais sauf que vous ne l'entendez pas justement de cette oreille, Kaminele. Il dit qu'ils sont de l'état d'Ambazonie. Donc il considère que les régions anglophones, le nord-ouest et sud-ouest, comme étant leur pays à eux. Mais c'est pour cela que je suis en train de dire que nous nous trouvons dans une situation extrêmement atypique, tout simplement atypique, avec quelqu'un qui dit qu'une partie de votre pays n'est pas votre pays, mais c'est son pays. Et c'est pour cela qu'il ne peut pas il peut pas comparaître devant vos juridictions judiciaires et il ne peut non plus être accusé de quoi que ce soit. Moi, je pense que c'est une stratégie de rupture. D'ailleurs, c'est cette stratégie de rupture qui a fait que les avocats, n'ayant pas pu obtenir justement l'exception de ne pas être jugé en tant que Camerounais, mais en tant qu'ambazonien, qui a fait que, bon, ils ont tout simplement jeter l'éponge, mais c'est une stratégie aussi devant les prétoires, de dire que, bon, ok, nous le laissons, nous ne sommes plus là, condamnez-le parce que ça ne vaut pas la peine. Non, mais je pense que le problème Ayoub Tabet est beaucoup plus grave que cela, parce que c'est à cause d'Ayoub Tabet, aujourd'hui, que le sud-ouest et le nord-ouest sont en feu à sang. C'est à cause d'Ayoub Tabet qu'il y a eu autant de morts. C'est à partir du moment où il a déclaré cette sécession, où les gens armés sous la bannière de l'Ambazonie ont décidé de prendre une partie du Cameroun, que tout a commencé. Ça dure 3 ans. Alors même la somme faramineuse, 250 milliards. Les 250 milliards qui doivent être payés par Ayoub Tabet et ses amis, moi je ne sais pas où on va les trouver, mais toujours est-il que on ne peut pas commencer à dire que en le condamnant, la justice coupe tous les ponts du dialogue. Non, il faut d'abord commencer par nous contenter des faits. Quels sont les faits? Ayoub Tabet, quelle responsabilité Ayoub Tabet a-t-il dans cette guerre
civils qui souffrent au Cameroun depuis 3 ans. Donc maintenant, pour le reste, on verra bien. Il va bien faire appel, mais toujours est-il que s'il faut qu'il fasse appel, il faudrait qu'il comprenne d'abord, qu'il nous sorte d'abord la carte de l'Ambazonie, l'existence de l'Ambazonie et maintenant la légitimité de la demande de la demande de l'Ambazonie pour être libre et indépendant. C'est pour cela que c'est à ce niveau que le débat se focalise. En attendant, on va bien voir ce que vont donner les spéculations et les conclusions des uns et des autres dans les jours à venir. Mais il y a un fait qui revient tous ces derniers temps dans les prétoires. La récusation du juge. Beaucoup d'avocats s'en servent, mais ils oublient très souvent que ce n'est qu'une procédure parmi tant d'autres et que ça ne peut pas être la fin de la procédure. Lorsque vous récusez le tribunal et que le tribunal se déclare compétent, vous ne devez pas pour autant jeter l'éponge. Allez jusqu'au bout. Ce n'est qu'une exception. Vous pouvez maintenant, il faut aller au fond du dossier. Mais beaucoup d'avocats ont pris cela pour des habitudes et dès que leur récusation n'est pas allée au fond, dès que le juge ne reçoit pas leur demande, ils jettent tout simplement l'éponge. Moi, je dis que c'est une très mauvaise pratique du droit. Nous avons fait le droit et nous savons de quoi il s'agit. Très bien. Alors donc, affaire Ayoub Tabé, la défense jette l'éponge. C'est la nouvelle expression qui revient sur le sujet ce matin, en page 2. Et le même journal parle de Bakassa. C'est une localité du Honkam, où on parle donc de 4 enfants assassinés. Les infortunés, donc entre 4 et 8 ans, ont été violemment arrachés à la vie par des propres frères de leur famille. C'est une information qui donne de la sueur froide. Flavien, 4 enfants âgés de 8 à 4 ans, appartenant à une même famille, qui a été assassiné complètement, qui ont été assassinés complètement les 4 enfants. Ça, c'est triste. Depuis qu'un certain temps, on parlait des crimes rituels. Il est vrai que ces crimes rituels ont un peu rabattu le caquet et on n'entendait plus trop parler de ça. Mais j'ai l'impression que cela revient avec la promiscuité ambiante, la pauvreté qui ne fait que continuer. Les gens se donnent un peu à tout avec les églises du réveil. Et là, nous attirons encore une fois de plus l'attention du gouvernement qui autorise les églises. Au Cameroun, aujourd'hui, chacun peut créer son église comme il veut, comme cela lui semble, sans autorisation, sans rien. Il suffit d'avoir une petite baraque où vous êtes en location pour 4-5 mètres carrés et de transformer en votre église. Et ces églises du réveil font du n'importe quoi. À côté, il y a les charlatans, qu'on appelle les guérisseurs traditionnels, qui demandent n'importe quoi. Parfois, ils croient même décourager les clients, leurs potentiels clients, en leur demandant de ramener une tête humaine, ou alors un cœur d'un enfant de 6 ans, en se disant que c'est impossible. Et justement, les curieux, ceux qui veulent de l'argent à tout prix, réussissent à leur ramener des têtes humaines ou alors des cœurs des enfants. Moi, je suis sûr que ce qui s'est passé à Bafang, parce que Bakassa, c'est une localité de Bafang, non loin de Bafang, ce qui s'est passé donc là-bas avec ce monsieur qui a assassiné les 4 enfants, un monsieur, on dit, qui est âgé d'environ 28 ans, serait justement pour des crimes rituels ou alors parce qu'on lui a fait des promesses de s'enrichir rapidement. Mais je dis, c'est un peu trop grossier. Il y a des choses que l'État du Cameroun devrait réglementer. Et j'ai cité quelques cas là tout à l'heure, les églises du réveil et autres. Il y a des choses à faire dans ce pays. Et je crois que je ne peux pas en dire plus que ça. Voilà. Donc c'est un article en page 2, Camille Nélé. On voit bien que c'est un fait qui touche tout le monde. Ça fait très mal de voir cela, de constater. Sur Equinox, on a vu des images. Et la population qui a failli en découdre avec le présumé auteur, jusque-là, c'est quand même 4 enfants. Ce sont 4 enfants d'une même famille. C'est l'horreur au superlatif. C'est l'horreur au superlatif. Comme moi-même j'ai vu ce reportage des 4 enfants sortis de la pick-up l'un après l'autre, c'est indescriptible. C'est tout simplement tétanisant. Mais seulement moi je pense que la population aurait eu tort de lyncher ce jeune homme parce qu'il faut comprendre pourquoi ce quadruple meurtre, ce quadruple infanticide. Il faut chercher à savoir pourquoi ce monsieur a tué ses 4 enfants. Qui sont ses commanditaires? Commanditaire, je dis pourquoi d'abord. Ensuite, comprendre ce qu'ils voulaient faire de leur corps. Parce qu'on a parlé très sommairement de vente d'organes ou d'exploitation de ceci, cela. Il faut d'abord commencer à comprendre. Et si on comprend pourquoi, je ne pense pas que ce monsieur ait décidé unilatéralement d'aller tuer les enfants pour rien gratuitement. Ce n'est pas un crime gratuit, c'est un crime qui a été suscité. Mais suscité par qui?
vous avez énoncé un certain nombre de potentiels commanditaires, c'est-à-dire les charlatans qui disent que bon, portez-moi un cœur d'enfant, et cœur d'enfant, et ce charlatan-là, qui sait très bien que ce type n'aura jamais le courage de tuer un enfant, se dit que bon, si je lui dis, il va rester à carreau, malheureusement, la misère, la pauvreté, et peut-être la cupidité parfois poussent ces gens-là à aller. Bon, maintenant, quand on parle même de trafic d'organes, les gens ne savent pas que le trafic d'organes, c'est pas comme ça que ça se passe. Et quand le trafic d'organes ne se fait qu'en milieu médicalement assisté, c'est-à-dire quand on enlève le corps d'un enfant, on le prend immédiatement pour le mettre dans des conditions scientifiques qui permettent de maintenir le corps. Mais on ne peut pas prendre le cœur d'un enfant, le mettre dans un sachet en plastique, aller le donner à quelqu'un pour que cette personne aille le donner. Non, c'est impossible. Donc, il faut chercher à comprendre. Moi, je pense que l'enquête ne vient que de commencer, mais c'est le crime de l'ignorance, c'est le crime de la bêtise, c'est le crime de la cupidité, et c'est le crime vraiment qui doit d'abord être compris. Moi, je pense que l'enquête ouverte permettra aux uns et aux autres de comprendre exactement pourquoi cet acte. L'article est à lire en page 2 de la Nouvelle Expression. Le journal Cameroun Tribune parle de politique du livre unique avec un titre également. Il y a des résistances, c'est ce que le journal nous dit. Après avoir fait le constat sur le terrain, rien ne marche effectivement. Il y a des collèges d'enseignement privé qui continuent de changer ou de proposer autre chose que ce qui est prévu selon la réglementation, selon les textes en tout cas en vigueur. Vous savez, le Cameroun est un pays à part entière, mais avec ses particularités. Le Cameroun est ce pays-là qui prend toujours de très bonnes décisions, mais qui ne sont jamais appliquées. Regardez l'article 66 de la Constitution sur la déclaration des biens. Personne n'a jamais osé appliquer. Alors que l'année dernière, on a décidé que on doit appliquer le livre unique à l'école. C'est-à-dire les matières, que ce soit français, mathématiques et autres, on ne doit plus avoir 10 000 livres par matière. Vous vous souvenez, ces enfants que vous voyez du cours élémentaire avec des sacs à dos ou qui ne les permettent même pas de marcher en route avec des tonnes de livres à l'intérieur. La commission du livre a donc cru bien de décider qu'il fallait un livre unique par matière, ce qui était de très bon ton, ce qui était tout à fait bien réfléchi. Pour que et les parents devaient être les premiers bénéficiaires en dehors des enfants qui se retrouvent dans des panoplies de livres où ils ne savent pas où commencer ni par où terminer. Malheureusement, comme toujours, comme le Cameroun, comme les multiples lois que le Cameroun décide et qui ne sont jamais appliquées, la décision n'est pas du tout appliquée. Et c'est justement dans les établissements privés le plus que l'on trouve des professeurs qui viennent avec 2, 3, 4 livres par matière, en dehors des livres qui sont homologués dans la liste officielle. On a toujours des livres suppléments de livres. Tantôt on les appelle les bords, on appelle les bordereaux, on donne n'importe quel nom. Et on se retrouve toujours avec plusieurs livres. Tout cela perturbe les parents, c'est ce que le journal explique également ce matin. À la suite en marge notamment de ce qui est prévu, des parents qui sont perturbés. Quel est le livre exactement acheté? Pourtant, il y a quand même des livres selon des spécialités. Mais l'autre grande incongruité, c'est qu'on parle de livres, on parle d'éditeurs, mais on parle aussi de distributeurs. D'abord, au niveau des éditeurs, il y a une véritable levée de bouclier qui est faite à ce moment où les uns estiment que des éditeurs ont été choisis au pif, ont été choisis de façon préférentielle et que ces gens-là, il y a même beaucoup de ces éditeurs choisis par les autorités en charge de l'éducation. Ces gens-là n'ont même pas les moyens d'éditer. Et d'autres estiment que non seulement ces éditeurs veulent éditer les livres, mais ils veulent aussi les distribuer. Ce qui rend le problème du livre complexe à 2 semaines de la rentrée. Je dis bien 2 semaines. Et c'est pour cela qu'on se demande, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays où rien n'arrive à être fait de manière suivie. Donc le problème du livre se pose aujourd'hui à 2 semaines de la rentrée, mais on se demande bien comment on va faire pour le régler rapidement et pour que les livres soient disponibles sur le marché avant les 2 semaines. Voilà. Alors, c'est un autre sujet que je vous invite à lire dans le journal ce matin. C'est Cameroun Tribune qui a proposé tout un dossier sur cette question. On va terminer cette émission en parlant notamment de Tribune d'Afrique qui s'intéresse à Louis-Paul Motazé, qui débute quand même 10 000 fonctionnaires fictifs et sauve 30 milliards de francs CFA par an au Cameroun. 10 000 fonctionnaires fictifs, je crois que c'est énorme. Et le bénéfice est également très énorme. Nous espérons tout simplement que ce bénéfice de 30 milliards de francs CFA par mois, il faut le dire. Par an, ici.
C'est ce que le journal dit. Oui, mais c'est une bonne bagatelle, une bonne fourchette d'argent qui peut permettre de réaliser beaucoup de choses. Ce qui est curieux, c'est que tous les ans, on parle toujours des fonctionnaires fictifs qu'on a débusqués, mais on n'a jamais parlé de qu'est-ce qu'on fait de la plus-value que l'on a eue avec ces fonctionnaires virés, ces fonctionnaires fictifs qui touchent. Vous voyez des fonctionnaires qui touchent 3, 4, 5, 6 salaires, qui parfois ne sont même plus en poste, qui sont à l'Hexagone, qui sont en Europe et qui reviennent tout simplement toucher leur salaire. Ça, c'est des phénomènes qu'il faudrait punir. Et puis, le tout n'est pas de débusquer ces fonctionnaires. Ils ont fait dans les détournements de deniers publics. Ce sont des détourneurs de fonds publics. Il faut tirer toutes les conséquences. Il ne faut pas seulement dire qu'on a découvert 30 000 ou bien 10 000 fonctionnaires fictifs. Il faut les épingler. Ils doivent rembourser. Ils doivent rembourser cet argent qu'ils ont indûment touché. C'est de cela qu'il s'agit, Flavien. Est-ce qu'ils ont plus l'argent pour garder à la maison? On ne sait pas, personne. Un détourné, on n'a jamais gardé l'argent. Ils n'ont peut-être pas pris l'argent pour garder à la maison, mais toujours est-il que pendant plus de 10 ans, ils ont bénéficié de l'argent de l'État. Moi, je pense que cette initiative du ministre Moutazé n'est pas assez exploitée sur le plan de la communication. Il faut que les Camerounais comprennent qui a détourné, comment il a détourné. Parce que les modus operandi sont multiples. Il y a, par exemple, moi, j'ai été informé d'un cas absolument unique, d'une inspecteur de police de 2e grade qui est partie de ce pays il y a 10 ans. 10 ans, elle a obtenu légalement une demande de congé. Elle est partie aux États-Unis. Arrivée aux États-Unis, elle s'est présentée devant les autorités américaines en disant qu'elle est réfugiée politique. Elle est persécutée dans son pays. Elle a obtenu on appelle ça un billet vert. Green card. La green card. Donc, elle vit aux États-Unis, elle est protégée et elle est sous la protection des États-Unis. Mais pendant 10 ans, elle percevait son salaire. Son salaire était perçu par qui? Par sa mère qui était restée au pays, qui allait toucher régulièrement l'argent. Comment cette fille-là, pendant 10 ans, a-t-elle pu profiter de l'argent sans se faire épingler? Mais toujours est-il que M. Moutazé, le ministre Moutazé, en mettant en marche cette opération, et cette fois de façon vraiment opiniâtre, est arrivé à débusquer les gens. Mais ces gens-là, il faut les citer, il faut les identifier, il faut même trouver le moyen même de saisir leurs biens, leurs maisons et tout ça pour que au moins une partie de cet argent revienne. Parce que c'est bien beau de découvrir qui a détourné, c'est bien beau de réaliser le bénéfice que l'on fait. Mais maintenant, comment faire pour, effectivement, comme dit Casimir, rentrer dans les fonds? Il y a des gens qui ont des maisons, il y a des gens qui ont des terrains, il y a des gens que on peut les saisir. Mais on va pas les envoyer, on va pas envoyer 10 000 personnes. On va pas envoyer 10 000 personnes en prison, mais moi je pense que non. Surtout qu'il manque des prisons au Cameroun. C'est pour ça que je dis qu'il y a des moyens de récupérer cet argent. D'accord. Alors donc c'est Tribune d'Afrique qui évoque le sujet ce matin. Je vous invite à parcourir le journal. Je vous souhaite également de passer une très bonne journée. Allez, à demain, 9h20 sur Equinox pour une autre édition de la Revue des Grandes Unes.